Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à la conférence d'Arnaud Caquia. La conférence portera sur l'effet du stress sur les apprentissages scolaires des élèves. Cette conférence est la seconde d'une série de 4 conférences offertes en partenariat avec l'ARN, l'Association pour la recherche en neuroéducation. Je me présente, Alexandra Auclair, et je serai présentatrice et modératrice pour la rencontre de ce soir et les suivantes. La séance de ce soir débutera par une courte présentation de notre conférencier, le professeur Caquia. Suivra la conférence jusqu'à 17 h, puis aura lieu une période de questions d'une trentaine de minutes. L'événement se conclura vers 17 h 30. Permettez-moi donc dès maintenant de vous présenter notre conférencier de ce soir. Arnaud Caquia est professeur en neurosciences cognitives à l'Université de Paris et membre du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Ses recherches visent de façon générale à mieux comprendre les bases neurodéveloppementales du comportement. Il s'intéresse notamment aux étapes précoces du développement cérébral, incluant la vie fœtale, ainsi qu'à ses effets à long terme sur la variabilité et le développement cognitif. Ses travaux utilisent une approche intégrant les différents niveaux du vivant, du gène au comportement, via le cerveau. Une période de questions de 30 minutes va suivre la conférence du professeur Caquia. Nous vous invitons donc tout au long de la conférence à poser vos questions dans la section Q et R qui se trouve au bas de votre écran. Je m'occuperai de sélectionner et de poser vos questions suite à la conférence. Étant donné des contraintes de temps, il se peut que votre question ne soit pas répondue. Nous vous remercions donc d'avance de votre compréhension. Je laisserai maintenant la parole au professeur Caquia. Bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation aujourd'hui à vous parler des effets du stress sur les apprentissages scolaires des élèves. J'ai rajouté un petit intertitre qui est point de vue psychophysiologique. Alors pourquoi psychophysiologique? Eh bien parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est à la fois les aspects psychologiques, mais aussi les aspects physiologiques. Parce que le stress, comme on va le voir ce soir, c'est un mécanisme physiologique qui a lieu dans le corps et en particulier dans le cerveau. Même si l'origine du stress peut être psychologique et que les conséquences du stress peuvent altérer le fonctionnement psychologique, c'est bien un mécanisme physiologique. Et donc, c'est intéressant de voir qu'un mécanisme physiologique, hormonal, cérébral, neuronal, on va voir les détails par la suite, et en quelque sorte un médiateur entre des phénomènes psychologiques qui vont avoir un effet physiologique. Alors, comme j'ai été présenté juste précédemment, je fais donc mes recherches chez le Sujet Sain, au laboratoire de psychologie, développement et d'éducation de l'enfant. Et puis, je continue à faire un petit peu de recherche en psychiatrie. Avant d'être au LabCID, je faisais de la recherche en psychiatrie et je continue à avoir une petite recherche, une petite activité à l'hôpital Sainte-Anne à Paris dans une équipe d'imagerie. Et ce dont on va parler aujourd'hui concerne essentiellement le sujet sain, l'enfant tout venant que vous pouvez voir dans vos classes. Le stress, c'est l'un des facteurs critiques pour de nombreuses pathologies psychiatriques, pour de nombreux troubles psychiques qui ont donc un retentissement sur les apprentissages scolaires. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est essentiellement l'effet du stress en population normale. Et donc, on va, même si la frontière entre le normal et le pathologique n'est pas toujours très simple, on va essayer de s'intéresser aujourd'hui essentiellement à des mécanismes de stress qui touchent les enfants qu'il y a dans les classes, c'est-à-dire, on va dire, à peu près 90% de la population. Alors, on parle de stress à l'école. Pourquoi? Parce que le stress, il est très présent à l'école, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il est très présent pour les élèves, bien sûr. Vous avez quelques situations ici que vous pouvez voir sur l'écran pendant un examen oral, où là, on va avoir un stress particulier qui est un stress social. En plus des nombreux aspects stressants, il y a le regard, comme on peut voir des enseignants là, qui regardent l'élève. Il y a également
le stress lors d'un examen écrit. Il y a le stress aussi lors du harcèlement, qui est un facteur de stress extrêmement important pour les élèves. Et puis, le stress ne concerne pas uniquement les élèves, il concerne également les enseignants. Alors là, j'ai mis une situation un petit peu extrême de gestion de classe particulièrement difficile, mais pour tous les enseignants, à tous les niveaux, on sait tous, je suis enseignant moi-même, que la gestion de classe, la gestion d'amphi peut générer un stress dont on va voir qu'il peut être positif ou négatif. Alors, je vais dire ce soir, alors, il faut que j'arrive à changer de point de vue à Paris. C'est la nuit, là. Il est 21h, il fait nuit dehors. Donc, ce soir ou cet après-midi pour vous, on va aborder 3 points. Le premier point, ça va être de savoir ce que c'est que le stress. Le stress, on sait tous ce que c'est. On a tous une idée de ce que c'est, mais on va voir ce qu'il en est précisément d'un point de vue physiologique. Qu'est-ce que le stress? Quels sont les mécanismes du stress? On va s'intéresser ensuite dans une deuxième partie aux effets du stress sur la cognition et sur les apprentissages. Donc, on va s'intéresser à des domaines de la cognition, des domaines psychologiques qui jouent un rôle fondamental pour les apprentissages, les fonctions exécutives, la mémorisation, l'attention, la motivation. Et puis, on va terminer sur un lien entre le stress et le sommeil, parce que ces deux mécanismes sont intrinsèquement liés. Et le sommeil, comme on va le voir, a également un effet sur les apprentissages. C'est même le sommeil un des mécanismes fondamentaux pour la mémorisation. Alors, commençons par le stress. C'est quoi le stress et quels sont les mécanismes qui sont associés au stress? Alors, une des premières définitions du stress a été proposée par Hans Selye en 1926. Et pour Hans Selye, le stress, c'est un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui sont mis en œuvre pour s'adapter à un événement, à un environnement donné. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, c'est que le stress, c'est un mécanisme d'adaptation. C'est tout un ensemble de mécanismes dans le corps, au niveau hormonal, au niveau neuronal également, on va le voir, qui vont permettre de s'adapter à une menace de l'équilibre général qu'on appelle l'homéostasie. Donc le stress, c'est un mécanisme tout à fait normal d'adaptation à une situation donnée. Un exemple, par exemple, ce soir, je parle devant vous. C'est moins impressionnant que si vous étiez tous face à moi dans une salle. Mais le fait voilà, de présenter un travail, de faire une présentation en public, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, c'est une situation stressante. Et face à cette situation-là, le corps va s'adapter. Alors, le terme de stress a été proposé parce qu'il s'appuie sur une étymologie qui permet de bien caractériser le phénomène. Alors, ça vient du latin populaire distrixia, c'est le participe passé de distringere, qui veut dire serrer, qui a donné en français, en ancien français, le terme de détresse. En anglo-normand, au XIVe siècle, on parle de distress ou de distress, et ça a donné dans l'anglais moderne distress, que l'on peut traduire en français comme tension, gêne, contrainte, entrave. On parle de stress pas uniquement au niveau physiologique, on peut parler de stress des matériaux, qui va être une contrainte qu'on applique à un matériau, et ça va être la réponse, la réaction du matériau face à cette contrainte. Alors, il faut différencier deux types de stress. Le premier type de stress, c'est ce qu'on appelle le stress aigu. Le stress aigu, c'est la pression ponctuelle. C'est un stress qui a une durée extrêmement courte, ponctuelle. Elle peut être d'origine psychologique, par exemple une prise de parole en classe pour des élèves, une évaluation scolaire. Donc là, c'est très ponctuel. On peut avoir aussi un stress aigu d'origine physiologique, par exemple l'immobilisation. Si vous avez vécu un petit peu de confinement, vous savez qu'au bout d'un moment, d'être toute la journée dans son appartement immobilisé, c'est assez stressant. D'autres origines physiologiques, c'est la soif, la faim,
le sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes origines du stress, que ce soit psychologique ou physiologique, vont au final s'incarner dans le corps, dans le cerveau, par les mêmes mécanismes. Donc le stress est un mécanisme physiologique dont les origines peuvent être physiologiques ou psychologiques. On parle aussi de stress chronique. Donc le stress chronique, c'est un stress qui est répété. C'est un stress qui est soutenu durant une longue période. Donc, dans l'idée de chronicité pour le stress, ça s'appuie sur le fait que c'est sur une longue période. Ça peut être répété ou ça peut ne pas être répété. Alors, dans le stress chronique, il y a une particularité, c'est que on a des mécanismes normalement d'adaptation au stress. Le corps s'adapte quand on répète le même stress, le corps s'adapte. C'est ce qu'on appelle l'habituation au stress. Vous avez certainement remarqué, si on prend un exemple de prise de parole en public, la première fois que vous avez dû parler en public, vous étiez extrêmement pressé. Et puis, lorsque l'on fait plusieurs fois, quand on est exposé plusieurs fois à la même source de stress, si on est exposé plusieurs fois à parler au public, eh bien, petit à petit, on va s'habituer au stress et la même situation aura un effet stressant beaucoup plus faible. Dans certains cas, l'habituation au stress se fait mal, l'homéostasie ne se fait pas, et dans ce cas-là, les conséquences sont délétères. Et donc, les effets délétères du stress, ils sont souvent présents quand on parle de stress chronique. On peut avoir un stress aigu aussi, par exemple, dans le cas de stress post-traumatique, on va avoir un stress aigu très intense qui va générer un stress, mais dans le contexte scolaire, les conséquences délétères du stress, c'est davantage dans le cadre d'un stress chronique. Alors, le stress chronique à l'école, c'est quoi? C'est typiquement un stress aigu qui va être répété. Il peut être prédictible. C'est par exemple une exposition prolongée ou répétée à un stresseur. Donc, le stresseur, ce n'est pas forcément un humain, hein, c'est un des facteurs qui stresse. Ça peut être bien sûr le harcèlement, mais ça peut être une surcharge de travail. Le fait d'avoir beaucoup de travail pendant une longue période de temps, ça crée du stress. Et on peut avoir également des stresseurs qui ne sont pas prédictibles, notamment des changements incessants, par exemple des règles qui changent d'un jour sur l'autre ou des échéances, des agendas qui n'arrêtent pas de changer. Ça peut susciter, générer un stress chronique. Donc, deux notions importantes. La temporalité du stress avec un stress aigu quand on a une pression ponctuelle ou un stress chronique quand ça s'incarne plutôt dans le temps. Alors, la dynamique du stress, elle suit une courbe en U inversée. Vous avez ici à droite le niveau de stress et vous avez ici le rendement. Le rendement, c'est-à-dire l'efficacité, on va dire, cognitive, votre productivité cognitive, votre efficience, vos capacités, on verra tout à l'heure pour l'élève de travailler. Alors, quand on a un niveau de stress qui est très faible, eh bien, on est dans le cas de la sous-stimulation, c'est-à-dire que dans une situation où on est extrêmement peu stressé, où il n'y a pas du tout de stress, le rendement est assez faible. Quand on augmente un petit peu le niveau de stress, on va augmenter la vigilance, c'est un effet positif. Et jusqu'à un certain niveau de stress, on va augmenter de petit à petit le rendement pour atteindre un rendement optimal. Et ensuite, lorsque l'on dépasse ce niveau optimal, l'augmentation du stress sera délétère. On va avoir une anxiété excessive et par la suite, avec des niveaux de stress encore plus importants, on peut avoir de l'accablement, de la déstress ou un dysfonctionnement qui soit cognitif ou psychologique. Donc, la question est donc de se situer dans ce rendement optimal. Vous savez, par exemple, je continue mon exemple de prise de parole en public, le fait de devoir parler en public, ma situation par exemple, je suis un petit peu stressé, mais ce stress est utile puisqu'il va augmenter ma vigilance et va faire que je vais pouvoir être peut-être plus efficace que si je n'étais pas stressé du tout. Donc, le stress a un intérêt. On voit ici qu'à un niveau de stress particulier, eh bien, on va avoir un rendement optimal. Alors, ce rendement optimal, on l'appelle souvent E-stress, E qui vient de bon en grec, c'est-à-dire quand le stress est modéré, il peut être stimulant. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que lorsque le stress est trop important, on est dans une situation de distress qu'on appelle donc de réponse excessive inadaptée
Et donc, dans ce cas-là, quand le stress est important, il va avoir des effets délétères. Deux points qui sont très importants dans la dynamique du stress, c'est le fait que le niveau de stress est différent d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que pour une personne, ce niveau de stress-là sera un rendement optimal, mais pour une autre personne, il correspondra à un niveau de vigilance ou de sous-stimulation, ou pour une autre personne, ça sera un niveau de stress trop important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même situation, le même contexte peut être stimulant pour une personne, sous-stimulant pour une autre, ou délétère pour une autre personne. Ce qui est important, c'est qu'on a une variation d'un individu à l'autre, mais on peut avoir également une variation pour un même individu d'une situation à l'autre. Un autre point que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est la notion d'habituation. Le fait que lorsqu'on est exposé plusieurs fois à un même stress, eh bien, en situation normale, si la personne n'a pas de pathologie particulière, psychique, eh bien, cette habituation à une exposition répétée d'un stress modéré va limiter l'effet du stress. Alors, face à un stress, il y a trois situations. C'est la règle des 3 F en anglais. Soit on peut avoir peur face à une situation stressante, soit on peut réagir par le combat, soit ça peut être la fuite. Et c'est donc typiquement le genre de situation que vous connaissez. Si quelqu'un vous stresse, vous pouvez avoir ces trois types de positions. Soit vous avez peur, vous êtes effrayé, soit vous allez avoir la moutarde qui vous monte au nez et vous allez répondre, ou soit vous allez essayer de fuir. Alors, la mauvaise adaptation au stress, c'est un des effets à long terme délétères du stress qui est important parce que ces effets sont délétères. Il y a principalement trois aspects qu'il faut mentionner. La perte de confiance, c'est-à-dire qu'un enfant qui est exposé à un stress répété à long terme et auquel il n'arrive pas à s'adapter peut perdre confiance en lui, peut perdre en confiance dans les autres et va être dans un état de méfiance continue. L'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte va se sentir déprimé, il y a un risque d'isolement, un sentiment de peur. On peut avoir également, dans les situations de mauvaise adaptation au stress, des troubles de l'humeur avec des taux élevés de cortisol. Le cortisol, c'est une des hormones qui est associée au stress. Et ce cortisol va amener des troubles de l'humeur associés à un grand sentiment d'insécurité. Chez l'adulte, si ça perdure, ça peut être associé à une très grande sensibilité au stress. Et troisième aspect, c'est le système immunitaire. Le stress interagit avec le système immunitaire qui va être affaibli. Et le cortisol, donc cette hormone du stress, qui va être sécrétée de façon prolongée, peut également modifier le métabolisme et l'immunité de l'organisme, qui peut même aller chez certaines personnes à des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes. Donc ça, on parle vraiment de situations de stress extrêmement importantes, de longue durée, répétées, quand on rentre dans le domaine de la pathologie. Et donc, lorsque les hormones du stress sont présentes en grande quantité, sur une longue durée, cela va entraîner des modifications physiologiques, psychologiques et comportementales qui sont importantes. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails de ces mécanismes hormonaux, physiologiques du stress, il y a deux grands systèmes qui sont impliqués dans le stress. Le premier système, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le SNA, c'est un système qui va s'activer très rapidement, en quelques secondes, face à une situation stressante. Le SNA s'active très rapidement et après 90 minutes, il va retrouver son niveau de base. C'est le système qui va préparer la réponse combat ou fuite. On comprend très bien, un animal ou un adulte, un humain qui est face à une situation de stress a besoin de réagir très vite pour savoir ce qu'il va devoir faire, comment il va devoir réagir. Donc ce système nerveux autonome va affecter rapidement certaines régions comme l'hippocampe, comme le cortex préfrontal, comme l'amygdale, qui sont des régions qui sont fondamentales pour l'apprentissage. L'hippocampe, c'est la mémoire. Le cortex préfrontal, c'est tout ce qui est réflexion, planification, fonction exécutive. Et l'amygdale, c'est les régions des émotions. Alors, ce système nerveux autonome, il s'appuie en particulier sur l'adrénaline, qui est une hormone qui va pousser, en fait, qui va dire « je peux y arriver, j'ai les ressources nécessaires ». L'adrénaline, c'est ce qui stimule, ce qui rend plus présent et plus efficace et qui va donner de l'énergie. On a également un autre système, c'est ce qu'on appelle l'axe HPA,
pour hypothalamique pituitaire surrénalien, l'axe HPA. Alors, c'est un système qui va se mettre en place, qui va s'activer plus lentement. Il va s'activer dans les 20-30 minutes après le stress. C'est souvent le deuxième effet du stress qui s'appuie sur une hormone qui s'appelle le cortisol. Et ce cortisol, il a un rôle particulier, c'est de calmer un état de stress. C'est pour réguler en quelque sorte l'état de stress. Et ça va notamment augmenter le taux de glucose dans le sang, le glucose qui est la molécule du sucre et qui permet qui va avoir un effet apaisant dans le corps. Alors, le cortisol, il va pouvoir se lier à deux types de récepteurs dans le cerveau, les glucocorticoïdes, qui sont des récepteurs qui sont dans tout le cerveau, et puis les minéralocorticoïdes, qui sont des récepteurs qu'on retrouve beaucoup dans l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale, qui, une fois encore, vont être des régions qui vont être sollicitées par cette hormone du stress. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a deux systèmes de réponse au stress et que ces deux systèmes vont concerner des régions qui sont très importantes pour les apprentissages. Alors, juste un petit aparté, parce que je vais vous parler un petit peu d'anatomie du cerveau. Je vous rappelle que dans le cerveau, on a la matière blanche, qui est ici au cœur du cerveau, la matière grise, qui fait partie du cortex, donc l'enveloppe du cerveau. Et cette matière grise, elle est composée du cœur, du corps cellulaire des neurones. Et la matière blanche, ça correspond aux axones, c'est-à-dire les prolongements des neurones. Un autre aspect, c'est le point de vue cellulaire. Les neurones sont les cellules qui permettent le transfert de l'information, soit au niveau électrique, le long des axones, soit de manière chimique au niveau de la synapse. La synapse, c'est le point de contact entre deux neurones. Voilà, c'est les deux éléments dont on va avoir besoin par la suite. Et une autre notion qui est importante pour le stress, on va voir que le stress a un impact sur le cerveau et ensuite sur les comportements. Quel est cet impact sur le cerveau? L'un des impacts le plus important sur le cerveau va utiliser ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est un mécanisme qui permet de passer de facteurs environnementaux à des modifications cérébrales. La plasticité cérébrale, vous le savez certainement, c'est la capacité à être malléable, à être façonné, ça vient du grec plastos, c'est la capacité du cerveau à changer. Et cette capacité, elle a lieu tout au long de la vie. Alors, cette plasticité, elle va induire des modifications anatomiques et fonctionnelles en réponse à différentes situations, informations, expériences qui sont stressantes. On le retrouve, ce mécanisme de plasticité, dans d'autres domaines, mais nous, ça va être dans le domaine du stress que ça nous intéresse. C'est un mécanisme adaptatif, c'est comme le stress, il n'a rien de normatif, ça peut être pour le mieux comme pour le pire. Et c'est différent de l'élasticité. Pourquoi? Parce que lorsque le cerveau réagit, s'adapte à une situation stressante, il peut reprendre sa forme initiale, mais pas forcément. C'est-à-dire que via un mécanisme de plasticité, les effets du stress peuvent être à plus ou moins longue durée. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un neurone quand il y a de la plasticité? Eh bien, on peut avoir des modifications synaptiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de points de connexion entre des neurones, les neurones qui vont plus communiquer entre eux. On peut avoir également des modifications au niveau du nombre de neurones entre eux, avec un principe général, c'est que lorsque le stress induit à long terme des changements de comportement, eh bien, les circuits cérébraux qui sont impliqués, les nouveaux circuits qui sont largement utilisés vont perdurer et les anciens circuits qui n'étaient pas ou peu utilisés vont être supprimés. Donc voilà, je voulais juste vous donner quelques notions un petit peu de physiologie pour comprendre la suite. Alors, au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe quand on a du stress? Eh bien, on a différents mécanismes qui sont à l'œuvre. Notamment, on va avoir les neurones se multiplient et le fait d'avoir du stress va interférer avec la multiplication des neurones. Dans certains cas extrêmement importants, on peut même avoir jusqu'à une destruction des neurones quand on a un stress extrêmement important sur une très longue durée. Le stress peut altérer la myéline. La myéline, c'est une gaine de matière de lipides qui entoure la matière blanche qui permet à l'information de se propager. Ce stress, ça peut altérer la transmission, ça modifie la transmission entre neurones avec donc la qualité de la myéline et la transmission au niveau des synapses qui est modifiée.
il y a une diminution de la capacité de la réorganisation du cerveau, c'est-à-dire que les neurones qui ont la capacité de se lier les uns aux autres pour communiquer vont avoir plus de mal à communiquer entre eux lors d'un stress. Et un dernier point, les dendrites. Les dendrites, ce sont des petites excroissances un petit peu qui permettent la communication également entre les neurones. Donc, quand on a un stress intense répété, les conséquences, on peut mesurer les conséquences au niveau cellulaire. Donc là, on ne parle pas de stress aigu, on parle vraiment de stress qui est répété. Alors, il y a 3 régions, on l'a vu tout à l'heure, qui sont concernées par le stress, l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal. L'hippocampe qui joue un rôle important dans la mémoire, l'amygdale dans les émotions et le cortex préfrontal qui joue un rôle important dans les fonctions exécutives. On va revenir dessus tout à l'heure. Là, je voulais juste vous montrer un petit film qui ne passe pas, qui vous montrait que les effets du stress, il y a une dynamique en fait dans les effets du stress, un effet temporel. C'est pas grave. Un dernier élément, et ensuite on va passer sur plus des exemples pratiques, concrets, sur les propriétés du stress. Le stress, les effets du stress vont varier en fonction de l'âge. C'est-à-dire que exposé à un même stress, votre cerveau va ne pas réagir de la même manière. Par exemple, si vous êtes exposé à un stress important durant la petite enfance, eh bien, ça va être l'amygdale ou l'hippocampe qui vont être essentiellement modifiés parce que c'est une période durant laquelle l'hippocampe et l'amygdale se développent. Si vous avez un stress à l'adolescence, eh bien, l'hippocampe et l'amygdale vont être relativement épargnés. Pourquoi? Parce que l'hippocampe et l'amygdale auront terminé leur maturation. En revanche, le cortex préfrontal, lui, est en pleine maturation et donc une exposition au stress intense à cet âge-là aura un effet important sur le cortex préfrontal. Donc, le même stress, que ce soit en aigu et encore plus un stress chronique, aura un effet sur les régions qui sont plastiques, sur les régions qui se développent. Et donc, comme ce ne sont pas les mêmes régions qui se développent durant la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, un même stress n'aura pas les mêmes effets en fonction de l'âge. Alors, on va passer maintenant, après avoir vu ces différentes définitions et mécanismes du stress, à des exemples, différents exemples d'impact du stress sur la cognition. Donc, ce que l'on va voir, c'est que le stress, c'est un mécanisme physiologique qui va avoir un impact sur le cerveau, et l'impact sur le cerveau, sur le fonctionnement, sur son anatomie, en retour, va avoir un impact sur le fonctionnement cognitif. Et donc, on voit très bien ici qu'un stresseur, un facteur psychologique, peut avoir un effet psychologique via un effet sur le cerveau, sur la physiologie du cerveau. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la mémorisation. Vous savez que on a différentes étapes dans la mémorisation. La première étape, c'est lorsque l'on fait l'encodage. C'est au moment où on entend une nouvelle information, on va extraire ce qui est pertinent et on va l'encoder. La deuxième étape qui est fondamentale, c'est ce qui se passe la nuit. On reverra cela tout à l'heure un petit peu en détail. La nuit, les informations qui ont été encodées dans la journée vont être consolidées. Ensuite, on a une étape de récupération, c'est-à-dire que lorsque on a besoin d'avoir accès à l'information, on va pouvoir la récupérer en mémoire et on peut avoir une dernière étape qui est la mise à jour, c'est-à-dire l'utilisation et éventuellement l'ajustement, la mise à jour de l'information que l'on a mémorisée. Donc, on a ici les 4 étapes de la mémorisation et un élément qui est très important, c'est qu'en fonction du moment où le stress va avoir lieu, donc là, on va parler de stress aigu, eh bien, l'effet du stress pourra être soit positif, donc c'est dans les situations où on est ici, où le stress, dans ces situations-là, va
augmenter les capacités de mémorisation ou au contraire, le stress, en fonction du timing, en fonction du moment où on est de la mémorisation, peut avoir un effet délétère. Par exemple, si vous avez un stress avant l'encodage, un stress important avant l'encodage, eh bien, ça va altérer la formation de la mémoire. C'est typiquement le genre de situation où un élève vit une situation à la maison qui est stressante pour des raisons socio-économiques, pour des questions de problèmes à la maison. Et donc, l'enfant, l'élève est dans un environnement stressant et il va avoir du mal à encoder dès les premières phases de la mémorisation. Le stress va avoir un effet délétère sur la mémorisation. C'est l'étape numéro 1 ici. Si vous avez un stress un petit peu modéré, donc là on est dans des phases de stress un petit peu modéré, le fait de devoir parler à l'oral, le fait de devoir faire un examen, le fait de devoir répondre en classe, enfin, toutes ces situations de stress modéré, peu de temps avant ou après la présentation de nouvelles informations, améliore en général l'encodage en mémoire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'on mémorise essentiellement les situations qui sont émotionnellement engagées. Le stress génère une émotion. Et donc, si l'émotion est pas trop importante, eh bien, ce stress modéré va améliorer en général l'encodage en mémoire. Dans les situations, alors il y a une petite erreur, c'est situations 4 ou 5, un stress qui va avoir lieu juste avant la récupération ou la mise en mémoire va altérer le rappel des informations acquises précédemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est typiquement le genre de situation où un élève a bien appris sa leçon, il a bien encodé, il a bien dormi et il arrive au tableau, il a un stress très important, il perd ses moyens et il n'arrive pas à récupérer l'information. Donc, ce que l'on voit, et c'est un premier exemple, on va le revoir par la suite, c'est que le stress, en fonction des circonstances, pour le même individu, peut avoir des effets délétères ou au contraire des effets positifs. Alors là, je vous ai indiqué le timing du stress. On a d'autres paramètres qui influencent l'aspect délétère ou bénéfique du stress. Alors, on a ce schéma qui résume un petit peu différents mécanismes impliqués dans le stress. Alors, j'ai mentionné les différents paramètres qui vont avoir un effet à la fois délétère ou bénéfique en fonction des circonstances. Alors, on a déjà le stresseur, c'est-à-dire les mécanismes de stress. Vous pouvez avoir un stress qui vient de la part de l'enseignant, de l'éducateur, celui qui va donner l'information, en fonction à la fois de la quantité et du type d'influence de l'éducateur. Ce n'est pas uniquement si la personne est plus ou moins stressante, s'il est plus ou moins agressif, plus ou moins stimulant, mais ça va être aussi le type d'influence. Est-ce que les relations sont agréables ou désagréables? Donc, c'est plus qualitatif et bien sûr l'intensité de l'influence. Vous avez également des paramètres relatifs à l'apprenant. Est-ce que l'apprenant, ça peut être par exemple à quel point il est, comment dirais-je, anxieux ou pas anxieux, la situation, est-ce que donc différents paramètres qui sont relatifs à l'apprenant. Ensuite, on va avoir un stress qui va être soit stimulant, soit qui va entraver, en fonction de différents paramètres. Premièrement, l'appréciation subjective de l'apprenant. Est-ce qu'il considère que la situation elle est stressante ou pas? Est-ce qu'il considère que c'est délétère ou pas pour lui? Donc, il y a un aspect très subjectif dans la perception du stress. La motivation. Est-ce que l'apprenant est motivé ou pas? La situation, donc quelle est la situation d'apprentissage? Son état d'esprit, est-ce qu'il considère que le stress, a priori, c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Ce qui veut dire que c'est très important
de donner l'information que le stress peut être aussi stimulant. Si on ne donne aux élèves que l'information que le stress est forcément quelque chose qui entrave, qui est délétère, c'est un message qui peut être contre-productif. La personnalité, une personnalité anxieuse, par exemple, ne va pas réagir de la même manière qu'une personnalité qui est moins anxieuse. Les mécanismes de coping face au stress également peuvent jouer un rôle de la part de l'apprenant. De la part de l'enseignant, c'est l'environnement de l'apprentissage, la situation d'apprentissage et également à quel point l'éducateur peut entraîner au stress, notamment si vous faites plusieurs fois le même type d'exercice stressant, par exemple passer au tableau ou des examens dans les conditions de concours, par exemple, si vous le faites plusieurs fois, eh bien, ça entraîne l'apprenant qui gérera mieux son stress. Et ensuite, donc, vous avez soit pas de modification des comportements, soit un stress positif ou négatif. Et ces différents mécanismes-là vont avoir comme conséquence un type d'apprentissage. Donc, on voit qu'il y a différents mécanismes, un équilibre assez subtil, une machinerie assez subtile entre différents paramètres qui vont soit influencer un stress positif, soit influencer un stress qui sera plutôt délétère. Alors, le stress, on l'a vu tout à l'heure, va concerner essentiellement quelques régions cérébrales qui vont être particulièrement sensibles au stress. Par exemple, si on s'intéresse au cortex préfrontal, dans cette partie en avant du cerveau, c'est une partie qui est très importante pour les apprentissages parce que c'est une région du cerveau qui est impliquée dans la détection de l'erreur. L'erreur, vous savez, joue un rôle fondamental dans l'apprentissage. Être capable de détecter l'erreur, détecter ces erreurs dans l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. Savoir que l'on se trompe et qu'il faut ajuster sa réponse ou sa stratégie, c'est fondamental. C'est également une région qui est impliquée dans la régulation de l'attention, la régulation des pensées. C'est une région qui joue un rôle fondamental également dans l'inhibition, c'est-à-dire cette capacité de choisir et de sélectionner la meilleure stratégie à mettre en œuvre. Et c'est également, pour les parties les plus basses ici, une partie du cerveau qui est impliquée dans la régulation de l'émotion. Donc ça, c'est typiquement le fonctionnement du cortex préfrontal dans une situation normale sans stress. Lorsque vous êtes stressé, eh bien, ce cortex préfrontal va voir son activité, son efficacité diminuer et toute la régulation, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau de la régulation des erreurs, que ce soit la régulation de l'attention, que ce soit la régulation de la pensée, que ce soit la sélection et le choix des bonnes actions, la régulation des émotions, tout ce système de régulation va être moins efficace. Et donc, à l'inverse, on va avoir des émotions moins bien gérées et des stratégies cognitives qui sont moins bien gérées. Donc, le fait que le cortex préfrontal soit une région qui soit particulièrement sensible au stress explique une perte de contrôle, de régulation, à la fois cognitive et émotionnelle en situation de stress. Perte de ces moyens, c'est largement associé à cette diminution de l'activité du cortex préfrontal. Alors, deux exemples. On va détailler deux exemples du stress sur nos capacités d'inhibition. Alors, on a différents types d'inhibition. Là, on parle d'inhibition d'un point de vue cognitif, donc ce n'est pas l'inhibition sociale, hein, on parle vraiment de mécanismes cognitifs. On peut avoir soit l'inhibition motrice. L'inhibition motrice, on la mesure facilement par une petite tâche qui s'appelle une tâche de go-no-go. C'est typiquement le genre de tâche où on vous dit, chaque fois que tu vois dans ces différentes situations go, tu dois appuyer par exemple sur un bouton, et lorsque tu arrives dans la situation de go, tu dois te retenir d'appuyer sur le bouton. Et donc là, ce que l'on voit, c'est les capacités à inhiber un mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inhibition motrice. Et puis on a l'inhibition cognitive, c'est typiquement être capable d'inhiber des pensées. Et donc une des tâches qui est très emblématique, c'est la tâche de Stroop, où on demande au sujet
d'inhiber la reconnaissance, la lecture automatique. Et donc, on demande pour cela au sujet d'indiquer la couleur de l'encre. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, la couleur de l'encre ne correspond pas au mot qui est écrit. Or, la lecture du mot est automatique. Donc là, on doit dire bleu en inhibant la lecture automatique de rouge. De la même manière, là, on doit dire rouge alors que vert est écrit. Et en dessous, on doit dire vert alors que bleu est écrit. Donc, vous avez ici deux types d'inhibition, une motrice, une cognitive. Alors, pourquoi je vous présente ces deux types d'inhibition? Eh bien, parce que le stress n'a pas le même effet sur l'inhibition motrice et sur l'inhibition cognitive. Sur l'inhibition motrice, le fait d'être stressé va renforcer, améliorer l'inhibition motrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle moteur va être amélioré dans une situation de stress. On peut tout à fait imaginer que dans une situation de stress, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous agresse, eh bien, vous allez avoir un contrôle moteur beaucoup plus efficace, ce qui peut être particulièrement utile, soit pour répondre, réagir, soit pour courir. Donc, on comprend tout à fait pourquoi, dans une situation de stress, l'inhibition motrice est améliorée. L'inhibition cognitive, elle est impactée, c'est-à-dire que ses capacités de contrôle de la cognition est impactée de manière délétère. Et donc, en quelque sorte, dans une situation de stress, pour le dire vite, on réfléchit moins bien. La prise de décision est moins bonne. Et donc là, on voit que les capacités de contrôle cognitif vont être altérées. Donc, c'est intéressant parce qu'une fois encore, on voit que face à une même situation stressante, l'effet peut être positif ou négatif en fonction du type de tâche cognitive à réaliser. Alors, le stress a un impact important sur la motivation. Il y a plusieurs études, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, qui montrent qu'un stress a un effet négatif sur la motivation. Plus vous êtes stressé, moins vous êtes motivé. Alors, qu'en est-il en classe? Eh bien, une étude qui a été réalisée en 2018, c'est une étude qui a été réalisée en Allemagne qui s'est intéressée à l'effet du stress sur deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est la capacité à se motiver par soi-même. Et ce que montre cette étude, c'est une étude qui a évalué les effets du stress dans deux types d'écoles, soit des écoles qui étaient, j'ai pas écrit le terme en français, il ne me revient plus, compétitives. C'est un système, en Allemagne, il y a des systèmes au lycée, collège et lycée, qui sont un peu similaires à ce que l'on a en France avec les prépas et l'université, c'est-à-dire un système qui est très compétitif et un système qui est moins compétitif. Alors, ce que montre cette étude, c'est que face à un même type de stress, IM, c'est la motivation intrinsèque qui est mesurée à partir de différentes tâches. Donc, ce qui est montré dans cette étude, c'est que le fait d'être stressé a un effet délétère, on voit ici une corrélation négative, un effet délétère sur la motivation intrinsèque. Et cet effet, il est plus important chez les élèves qui sont dans des filières très sélectives. On voit ici un effet plus important, plus significatif que chez les élèves qui sont dans une filière moins sélective. Donc, on voit que le stress, en fonction de l'environnement scolaire, en fonction aussi de la personnalité des élèves qui sont dans ces environnements scolaires-là, n'aura pas le même effet. On aura un effet délétère dans les deux cas, mais qui sera plus important pour les élèves qui sont dans un parcours très sélectif. Les auteurs se sont intéressés également à la motivation extrinsèque, c'est-à-dire cette motivation qui vient des sources extérieures indépendantes de la personne. Et ce que l'on voit dans cette étude, c'est que pour les enfants qui sont dans un parcours peu sélectif, le stress va augmenter, là c'est positif, c'est une corrélation positive, va augmenter fortement la motivation extrinsèque, alors que pour les enfants qui sont dans des parcours très sélectifs, le stress n'aura pas d'effet, aucun effet significatif sur la motivation extrinsèque. Donc une fois encore, le point important, c'est que le stress a un impact sur la motivation, mais que cet impact, il est différent en fonction de la motivation, si elle est intrinsèque ou extrinsèque, et elle va être différente en fonction du type de parcours, sélectif ou pas, et donc des élèves, et la culture de classe qu'il va y avoir pour gérer
ce type de stress. Et donc, dans l'étude auquel vous pouvez vous rapporter, il y a d'autres analyses, d'autres évaluations qui essayent de voir à quel point la culture de classe peut moduler ou pas les effets du stress au niveau intrinsèque ou extrinsèque. Alors, un schéma très compliqué pour vous montrer que, en réalité, le stress peut avoir différentes origines. Par exemple, on peut avoir un stress social. Donc, c'est une étude ici qui a été réalisée aux États-Unis et qui évalue sur les fonctions exécutives et sur le QI l'effet de différents paramètres et les relations entre ces différents paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est le stress social qui vient d'une situation socio-économique particulière, le fait d'être minoritaire, d'être africain-américain. Le fait d'être africain-américain, je vais vous détailler que la partie haute qui aboutit au CORT. CORT, c'est le niveau de cortisol salivaire, c'est une mesure du stress. Le fait d'être africain-américain et donc le fait d'avoir des revenus qui sont assez faibles, donc le fait d'être africain-américain associé donc à un niveau socio-économique assez faible a un effet positif sur le niveau de stress. On voit que ça a également un niveau négatif sur la parentalité maternelle positive, c'est-à-dire le fait d'être pour la mère, on a la même chose pour le père ici. On a pour le père et la mère un négatif et positif dans le reste de l'analyse. Donc cette parentalité maternelle positive, c'est le fait d'avoir une sensibilité, un attachement, des sentiments positifs envers l'enfant qu'on stimule ce développement. Donc cette situation d'Afro-Américain a un effet délétère sur cette parentalité positive. Cette parentalité positive a un effet négatif sur le stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus votre parentalité maternelle positive est élevée, plus le stress est faible. Donc, on voit que ça compense en fait les effets du stress. Et cette parentalité positive a un effet positif sur les fonctions exécutives. Donc, ça montre qu'en fait, le stress, il est au milieu d'un réseau de facteurs à la fois socio-économiques, à la fois psychologiques, avec ici un type d'attachement, et que ce niveau de stress va avoir un impact, c'est un intermédiaire entre ces différents facteurs et le fonctionnement exécutif et le QI, donc mesure générale de l'intelligence. On va terminer dans les 10 minutes qui restent sur l'intrication entre le stress et le sommeil. Alors, vous savez très bien que lorsque vous êtes stressé, vous dormez moins bien. Et vous savez également que lorsque vous dormez bien, votre niveau de stress diminue. C'est une observation. Cette observation, en réalité, elle s'appuie sur des mécanismes physiologiques qui sont assez similaires. Les mécanismes hormonaux qui sont impliqués dans le stress et dans le sommeil sont des mécanismes en partie partagés. Ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais il y a une partie des mécanismes qui sont partagés. Et donc, s'intéresser au stress, forcément, nous amène à nous interroger sur le sommeil. Alors, que se passe-t-il pendant le sommeil? Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le sommeil. On va juste s'intéresser à un élément important qui est le renforcement des connexions entre les différents neurones. Je vous rappelle, les neurones sont connectés entre eux au niveau des synapses et le sommeil renforce la mémorisation. Comment? Eh bien, par renforcement synaptique. Alors, ce que l'on voit, c'est que pendant le jour, lorsque l'on apprend, on va avoir une augmentation de la force synaptique dans les circuits cérébraux activés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes engagé dans une tâche, certains neurones vont travailler ensemble et la force synaptique entre ces différents neurones va augmenter. La nuit, vous allez avoir une sélection des synapses, des connexions qui sont pertinentes. Comment ça a lieu? Eh bien, la nuit, vous allez avoir une réactivation des traces mnésiques qui ont eu lieu notamment au niveau de l'hippocampe, région impliquée dans la mémoire. Et la réactivation, notamment dans les rêves, va permettre de sélectionner, de renforcer les informations acquises dans la journée qui sont pertinentes à travers cette sélection des synapses. Et donc, l'intégration des événements qui sont rejoués dans les réseaux existants va permettre de généraliser les apprentissages et de les consolider sur le long terme.
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'apprentissage avec le rôle important du sommeil. Et donc, le sommeil va aider à l'apprentissage et notamment à consolider la mémoire. Alors, que se passe-t-il quand on manque de sommeil? Eh bien, deux domaines sont particulièrement sensibles. C'est, une fois encore, les fonctions qui sont prises en charge dans le cortex préfrontal. Ça va être les fonctions exécutives et l'attention. Lorsque vous manquez de sommeil, vous allez avoir des comportements de persévération. Vous avez peut-être déjà observé ça quand vous êtes très fatigué, que vous faites une erreur, vous allez refaire l'erreur, vous allez à nouveau refaire l'erreur et vous allez avoir du mal à sortir de cette persévération, à sortir des erreurs que vous faites. Il y a une diminution de l'attention, notamment pour vous focaliser votre attention de manière sélective sur une tâche à réaliser, des difficultés à planifier et également des troubles du jugement. Donc ça, ce sont les 4 principales conséquences du manque de sommeil. Et au niveau du comportement en classe, qu'est-ce que ça peut donner comme effet? Eh bien, des difficultés à ignorer des informations non pertinentes, notamment si vous avez du bruit dans la classe et que l'élève est fatigué, il va avoir du mal à filtrer, à ignorer les informations non pertinentes, le bruit qu'il y a dans la classe. Ça marche aussi pour l'enseignant. Hein. Quand on est fatigué, qu'il y a du bruit dans une salle de classe, on a du mal à ignorer ces informations non pertinentes. Et une difficulté également à maintenir son attention au fil du temps, ce qui est particulièrement important pour l'apprentissage. Alors, une fois encore, la situation est un petit peu plus compliquée que ces principes généraux. C'est ce que montre cette étude où ce qu'on va voir, c'est qu'on a une interaction entre le stress et le manque de sommeil, mais cette interaction, elle va dépendre de la tâche à effectuer. Donc là, c'est une tâche, une expérience où on apprend soit à localiser un objet, donc c'est une tâche typique où on doit se souvenir où se situe l'objet, donc c'est une tâche de mémoire visuelle spatiale, ou une tâche de mémoire motrice. On demande de faire des séquences en tapant avec les doigts de la main. On a, après l'apprentissage, donc qui a lieu à 22 heures le soir, on va avoir on dort, donc une période de sommeil. Après, ensuite, avant le stress, on évalue les capacités d'apprentissage, on fait un protocole de stress et on regarde l'effet du stress sur l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc, en blanc, en noir, c'est quand on a bien dormi. Et donc, c'est un score de proportion par rapport au niveau de base d'apprentissage sans stress. Donc, si vous avez bien dormi, par rapport à la phase d'apprentissage, vous allez augmenter vos capacités de mémoire avant l'apprentissage. C'est la nuit qui a fait son œuvre. Vous améliorez vos capacités d'apprentissage pour cette tâche de mémoire visuelle. En revanche, si vous avez peu dormi la nuit, le stress aura un effet très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, si vous avez peu dormi, les effets du stress, dans ce cas-là, seront délétères. C'est-à-dire que après un stress et une bonne nuit de sommeil, eh bien, ça aura un effet positif sur la mémorisation visuelle. En revanche, après le sommeil court et un stress, le stress aura un effet délétère dans cette tâche de mémoire visuelle spatiale. En revanche, pour une tâche de mémorisation de séquences motrices, après une bonne nuit ou après une mauvaise nuit, dans une situation de stress, vous n'aurez pas de différence. Donc, une fois encore, on voit que le stress, dans un cas, peut avoir un effet bénéfique après une bonne nuit de sommeil, peut avoir un effet délétère dans cette tâche, ou dans le tâche, le stress n'aura absolument aucun effet. Donc, en résumé, le stress, on a vu, c'est un mécanisme qui est adaptatif. Il peut être aussi bien positif ou négatif, avec des différences interindividuelles, c'est-à-dire d'un sujet à un autre. Face à une même situation, certains sujets vont répondre de manière positive. Le stress va être positif pour eux, alors pour d'autres sujets, ça va être négatif. Il y a également des variations intra-individuelles en fonction du moment de la journée, en fonction de l'âge aussi. Le stress, on a vu un effet important sur certaines régions du cerveau, en particulier le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale, des régions qui sont critiques pour la mémoire, pour les fonctions exécutives, pour la motivation et donc pour les apprentissages. Et enfin, l'environnement socio-économique,
l'environnement affectif, le sommeil, en augmentant ou en diminuant le stress, va avoir un effet sur les apprentissages. Voilà, c'est terminé. Et donc, précisément dans les temps. Exactement, précisément dans les temps. Merci beaucoup, professeur Kakia, pour votre conférence. On aurait maintenant quelques questions. Puis, je débuterai par une question qui portait, en fait, qui demandait de revenir sur une partie de la présentation où vous nommiez qu'il y avait une différence au niveau, juste attendez-moi, il y avait une différence, l'effet du stress, en fait, selon l'âge. Puis, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'enseignant, on doit s'attendre que dans une classe stressée au préscolaire, primaire versus secondaire, il y ait une grande différence entre les deux niveaux? Oui, tout à fait. L'expérience, le résultat que j'essaie de retrouver, c'était l'effet d'un stress intense. Donc, c'était du harcèlement, par exemple, ou un trauma. On voit des effets très importants. Mais c'est sûr que, en fonction de l'âge, même un stress aigu ne va pas avoir un même effet sur un jeune enfant ou sur un adolescent. Et typiquement, je vous indiquais qu'il y avait typiquement trois types de réponses face à un stress aigu. Et bien, en fonction de l'âge, on va avoir potentiellement plutôt un type de réponse plutôt qu'un autre. Donc oui, l'âge, c'est un facteur à prendre en compte. Et en fonction de l'âge, à la fois la valence subjective, l'appréciation subjective du stress va être différente. Et également, ça ne va pas être exactement les mêmes régions ou les mêmes conséquences cognitives qui vont avoir lieu. Merci. Maintenant, j'enchaînerai avec des questions qui portaient plutôt sur l'effet de la période pandémique. On sait que ça a été un moment stressant. Et la question est la suivante. La période pandémique a assurément apporté son lot de stress sur le milieu scolaire. À votre avis, quelles en seront les principales conséquences à court, moyen et long terme, d'une part sur les personnes enseignantes en tant qu'adultes, mais aussi sur les élèves? Eh bien, je pense que c'est une question forcément auquel je m'attendais, parce qu'effectivement, on est dans un contexte de stress avec la pandémie. Je pense que la réponse ne peut pas être simple, parce qu'on a vu que la valence du stress est différente d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà des effets pour les personnes qui sont peut-être d'un naturel, on va prendre, voilà, personnes qui étaient déjà un petit peu au-delà de la situation de stress, au-delà de la situation de rendement optimal. Cette accumulation de stress peut les pousser dans cette partie distress. Pour un autre aspect, c'est l'habituation au stress. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que l'exposition répétée à un même stress, pour certains enfants ou pour certains adultes, on va avoir des mécanismes d'adaptation. C'est-à-dire que le fait de porter son masque, le fait d'entendre des informations anxiogènes aux informations matin, midi et soir, mais au bout d'un moment, on ne les entend plus, on ne fait plus attention. Les premières périodes par exemple, du confinement, les premiers moments de l'épidémie étaient très stressants. Puis pour certaines personnes, parce que l'habituation au stress se fait bien, au final, les conséquences sont assez limitées. Pour d'autres, en revanche, ce stress extrêmement important, répété, va révéler en fait une mauvaise habituation au stress et sera la première étape pour le développement de troubles psychiques. Donc, je pense que ce que l'on risque d'observer, c'est une augmentation des troubles psychiques. L'incidence de troubles psychiques va augmenter, c'est ce qu'on observe d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais en tout cas en France, les chiffres de troubles psychiques dans la population, chez les élèves et chez les étudiants, a explosé. Les services de psychiatrie ont accueilli beaucoup
de nouveaux patients, en particulier des jeunes. Donc ça, c'était en gros le stress qui va révéler des fragilités. Peut-être que c'est des fragilités qui ne se seraient pas exprimées dans un autre contexte. Et dans tous les cas, je pense que l'environnement d'apprentissage face à ce stress répété, au mieux ne sera pas impacté. Je ne pense pas qu'il sera amélioré. Je ne pense pas qu'on va aller dans cette phase optimale. Donc, au mieux, il sera peu ou pas impacté du fait de l'habituation ou il sera altéré. La question est de savoir la proportion d'élèves pour qui ça n'aura pas d'effet et pour qui on sera dans le distress. Mais je pense que là, les conséquences vont être en général entre neutres et négatives. Merci beaucoup. Puis on demandait une précision par rapport, vous avez nommé les troubles psychiques. On demande, pourriez-vous le préciser, ce qu'est les troubles psychiques et les signes précurseurs? Alors, les troubles psychiques, en fait, le stress, c'est l'un des facteurs environnementaux qu'on retrouve dans de très nombreux troubles psychiques ou psychiatriques. C'est par exemple des troubles anxieux, c'est par exemple des troubles dépressifs, c'est des troubles du sommeil, c'est des troubles un peu plus graves comme des troubles bipolaires, comme des troubles schizophréniques. Donc, toutes les pathologies, tous les troubles que j'ai mentionnés là ne vont pas débuter uniquement à cause du stress, mais le stress, c'est un facteur de risque qui va augmenter les risques. Et donc, pour des sujets qui étaient soit particulièrement sensibles ou qui étaient un petit peu tangents, eh bien, cette augmentation de stress peut en fait augmenter le risque et au final faire basculer dans un trouble psychique ou psychiatrique. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. On a encore deux sous-questions par rapport à la période pandémique. Une première étant, auriez-vous effectué une étude sur le stress et le port du masque sur les apprentissages? Et Non, on alors ça, parle je plus n'ai pas précis. effectué d'études là-dessus. Je sais qu'il y a des études qui ont été réalisées sur le port du masque, notamment pour les aspects plus cognition sociale, les interactions interpersonnelles, sur notamment le développement du langage chez le jeune enfant. En revanche, sur le stress, je n'ai pas connaissance. Je vous ai indiqué tout à l'heure que dans les différents types de stress, on avait, je ne sais plus où est-ce que j'ai dit ça, l'immobilisation. Je pense que le port du masque, c'est pas une immobilisation, mais il y a un aspect un peu physiologique, enfin, une sorte de contrainte. Quand on parle d'immobilisation, c'est l'aspect de contrainte physique. Et là, on a la contrainte physique. Donc, effectivement, on a du stress. On a le stress qui est associé à l'évidence au port du masque. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Il y avait une autre question qui portait plutôt sur le retour à l'école. Est-ce que, selon les études que vous connaissez, il est justifié de prioriser ouvrir les écoles en personne pour les jeunes élèves plutôt que les adolescents? Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas qu'on a des... j'ai pas de connaissance de ces études. J'ai pas connaissance de ces études et je ne pense pas qu'on ait déjà des résultats qui ont fait des suivis, qui ont pu vraiment isoler les différents facteurs. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir isoler les différents facteurs qui sont impliqués et qui sont multiples. Notamment un facteur qui est important, qui est de savoir si les élèves ont développé ou pas un Covid qui induit de la fatigue. Même s'il n'y a pas les symptômes, il peut y avoir une fatigue. Et cette fatigue peut avoir des effets aussi qui sont, quand on est fatigué, l'apprentissage en pâtit un petit peu. Voilà. Donc, je ne Merci. peux pas vous répondre mieux que ça. Pardon? Je ne peux pas vous répondre mieux que ça à cette question. On sort du contexte pandémique maintenant pour une autre question. Sachant que plusieurs sources de stress sont présentes dans la vie de nos enfants, devrions-nous en classe tenter de minimiser au maximum le stress vécu par les enfants ou alors devrions-nous toujours tenter de viser la zone de rendement optimale?
En fait, ce que j'ai essayé de vous montrer là dans les différents exemples, c'est que le stress peut être positif ou le stress peut être négatif. Donc, le fait de retirer toute source de stress, ça peut être problématique parce que ça veut dire qu'on serait dans ces phases de sous-stimulation. Si on pouvait le faire, je ne suis pas complètement sûr que ça soit possible. Et puis, il y a aussi une vertu à l'exposition au stress, c'est que quand on est exposé à un stress, la vie est stressante en fait, de manière générale. Et on doit apprendre en fait à gérer ces situations stressantes, hein. Donc, par exemple, ne pas donner par exemple, d'examen de contrôle ou d'examen oraux à des élèves parce que ça les stresserait, ça serait à mon avis une mauvaise idée parce que justement le fait de les exposer régulièrement à ce type de stress fait qu'ils vont pouvoir s'habituer à travailler dans des situations de stress normales. Ça ne veut pas dire qu'il faut les stresser de manière exagérée, mais la vie, de manière générale, on fait face à des contraintes et si on peut protéger, faire une petite bulle pour protéger les enfants, quand ils sortiront de la bulle, ça sera d'autant plus violent parce qu'ils n'auront pas eu cette habituation. Après, il faut tout ce qui est dans ces phases de niveau de stress trop élevé, bien sûr, faut limiter autant que possible le harcèlement, la violence scolaire, familiale, qui sont des sources de stress, la pauvreté, qui est une source de stress extrêmement importante. Il faut bien sûr lutter contre, qui sont ces formes très importantes de stress. Mais un stress modéré, ce n'est pas forcément négatif, bien au contraire. Alors, pour terminer, il faut bien prendre en compte aussi que pour une même situation de stress, les élèves vont réagir de manière différente. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi à avoir en tête. Et quand on se dit, ah ben cet exercice-là, en fait, il n'est pas si stressant, il n'est pas si difficile, peut-être que pour certains élèves, c'est déjà au-delà de leur niveau de stress. Merci beaucoup. Prochaine question. Chez un enfant atteint du SAF, TSAF, le stress léger permettra-t-il d'aider les apprentissages lors de l'encodage ou, compte tenu que leur axe HPA est lésé souvent, tout stress est trop, selon vous? Je n'ai pas entendu, c'est quel syndrome? On a écrit un enfant atteint du SAF, SAF, Ah, TSAF. d'accord, du syndrome d'alcoolisation fétale, c'est ça, j'imagine. C'est dans les domaines de la pathologie où l'un des deux systèmes qu'on a vu tout à l'heure, soit le système nerveux autonome, soit l'axe HPA, sont altérés pour une raison ou pour une autre. Eh bien, dans ces situations-là, c'est typiquement le genre de situation où un faible niveau de stress par rapport à un autre enfant, un faible niveau de stress aura des effets délétères. Donc, effectivement, il faut faire un petit peu plus attention, enfin, ajuster, tout comme on parle de pédagogie différenciée, ben là, ça a une sorte de protection ou de stress un petit peu différencié, d'ajustement pour prendre ça en compte. Parfait, merci. Prochaine question. Pour les élèves ayant un trouble d'attention maintenant, avec ou sans hyperactivité, j'en conclus que le stress aigu aurait des effets délétères et qu'il exacerberait les difficultés en lien avec l'apprentissage. Est-ce juste? Y a-t-il des recherches sur le sujet afin de mieux accompagner les élèves? Alors, on va reprendre le modèle là. L'une des régions qui est, hop, c'est où ici, l'une des régions qui est particulièrement impliquée dans le TADA, c'est les régions préfrontales qui ont déjà un fonctionnement qui est un petit peu différent chez ces enfants qui souffrent de troubles de l'attention. Et donc, effectivement, ces enfants ont déjà un niveau d'activité préfrontale qui est un petit peu sous-optimal. Et donc, avec du stress, ça va avoir un effet encore plus important. Donc oui, c'est des enfants qui sont particulièrement vulnérables et particulièrement sensibles au stress. Et pour revenir aux différences interindividuelles, c'est typiquement des enfants pour lesquels une petite source de stress aura un effet plus important que des enfants qui ne souffrent pas de ce genre de troubles.
Merci. Puis, est-ce qu'il y avait une deuxième partie à la question qui était, y a-t-il des recherches sur le sujet afin de mieux les accompagner, ces élèves-là, justement? Alors oui, il y a tout. Si on s'intéresse au stress, il y a de très nombreux travaux sur la gestion du stress. Il y a notamment des types d'interventions qui sont assez simples à mettre en place, en classe, qui sont toutes les méthodes de méditation de type pleine conscience, tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui est respiration, juste des moments de calme. On peut montrer que d'un point de vue physiologique, les mécanismes de la méditation empruntent ou interfèrent avec les réseaux, avec les systèmes du stress. Et donc, c'est typiquement le genre de petit exercice à mettre en classe, à mettre en place en classe, excusez-moi, et qui peuvent avoir des effets positifs pour la régulation du stress. Excellent, merci beaucoup. Une autre question qui était plutôt liée à la pandémie, on y revient. Devrait-on annuler les examens ministériels de fin d'année d'ici la sortie de pandémie, à votre avis? C'est compliqué parce que je ne connais pas votre situation, je ne sais pas dans quel est, je connais pas le contexte en fait scolaire ni le contexte épidémique au Canada, à Montréal. Donc j'ai pas les éléments pour vous répondre. Je, En faisant l'hypothèse que c'est similaire à ce qu'on a en France, j'aurais tendance à dire que plutôt que d'annuler, il faudrait peut-être mieux ajuster. Et puis peut-être informer aussi les élèves sur le stress, ce qu'est le stress, et que peut-être déjà de comprendre ce qui se passe, de comprendre que la situation actuellement est stressante, que le stress peut avoir des effets sur les comportements et qu'il y a peut-être des moyens de lutter contre le stress, qui est par exemple le sommeil. Je vous ai parlé du sommeil parce que c'est un facteur très important de régulation du stress. On parlait de la méditation, mais enfin, le sommeil, c'est aussi un des mécanismes importants et de peut-être à la fois ajuster peut-être le niveau de difficulté des examens et le niveau de stress, mais aussi peut-être informer les élèves que dans la situation actuelle qui est particulièrement stressante, encore plus qu'habituellement, il faut faire attention au sommeil. Et tout le discours, notamment sur la gestion des temps corrects des écrans et notamment comment dirais-je, l'utilisation des écrans le soir. J'imagine que Grégoire, la semaine dernière, vous a parlé de ça, enfin, de ces aspects-là, sur l'heure de coucher et sur l'importance du sommeil. Ça, c'est un point qui est important. Excellent, merci. Puis justement, vu qu'on prend une tangente un peu plus comment enseigner aux élèves, il y avait une question en lien avec comment parler des effets du stress sur le cerveau aux élèves. Est-ce que c'est un enseignement qui est souhaitable? Est-ce que des recherches ont étudié les effets de cet enseignement sur les élèves? Alors, je pense que c'est fondamental que les élèves aient une connaissance, plus ou moins détaillée, hein, il faut s'ajuster au niveau des élèves, mais du fonctionnement de l'organe qui leur permet d'apprendre, qui est le cerveau. Ce cerveau, il fonctionne mieux dans certaines circonstances, moins bien dans d'autres. Et je pense que c'est très important qu'ils comprennent le mécanisme généraux. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais qu'ils comprennent que certains paramètres, certains facteurs ont un effet positif ou délétère sur leurs apprentissages, que ce soit le sommeil, que ce soit le stress, qu'il y ait des différences interindividuelles. Je pense que c'est très important. Or, je sais par exemple, il y a un domaine important dans le domaine des neurosciences, c'est la plasticité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la plasticité cérébrale. Ce que l'on sait, c'est que lorsque l'on enseigne aux élèves la plasticité cérébrale, lorsque l'on leur apprend que le cerveau est plastique, eh bien cette vision
cette notion-là va changer leur état d'esprit et ça, c'est un levier très important pour les apprentissages. C'est l'équipe qui organise d'ailleurs cette conférence ce soir qui a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Il y a une méta-analyse qui est sortie du laboratoire qui le montre. Et j'imagine que si on s'intéressait non pas aux notions, aux connaissances sur la plasticité cérébrale, mais sur le stress, j'imagine qu'on observerait des effets assez similaires. Dire le fait que ce n'est pas qu'une boîte noire et qu'on a des leviers, c'est-à-dire qu'on est capable de s'approprier en fait le fonctionnement de cet organe qui est fondamental pour l'apprentissage. Je pense que c'est la même chose pour la plasticité, le fait de savoir que en fait on n'est pas passif face à l'apprentissage, on apprend mieux quand dans certaines situations. L'une des situations d'apprentissage qui va moduler l'apprentissage, c'est le stress. Et donc, de connaître ces paramètres-là, je pense que c'est un levier qui est très important. Excellent, merci beaucoup. Une autre question était, qu'en est-il de la malnutrition et de son impact sur le stress ou inversement? Eh bien, la malnutrition, elle joue un rôle, j'aurais pu en parler, j'aurais pu faire une quatrième partie qui aurait été stress et malnutrition. Effectivement, on a beaucoup de travaux qui montrent l'impact du niveau socio-économique sur l'apprentissage, en particulier sur la lecture, sur les mathématiques. Il y a de très nombreux travaux dessus. Et le mécanisme qui permet d'expliquer comment ces facteurs sociologiques ont un impact sur le fonctionnement psychologique. Le mécanisme qui est impliqué, c'est typiquement le mécanisme du stress. Le stress, c'est le mécanisme qui permet de faire le lien entre, on va dire, l'extérieur et l'intérieur, entre l'environnement et la personne. Et donc, des troubles au niveau, enfin une malnutrition va avoir un impact à la fois sur le stress physiologique, c'est ce que j'ai mentionné au début, le stress, qu'il soit d'origine psychologique ou biologique, physiologique, va avoir exactement le même effet d'un point de vue biologique, d'un point de vue des mécanismes à l'œuvre, que ça soit d'origine psychologique ou physiologique, par exemple la faim ou la soif, ça va générer un stress de la même manière. Et donc, la malnutrition, les enfants qui ont faim, qui n'ont pas mangé à leur faim, les enfants qui n'ont pas pris un petit déjeuner suffisant le matin, qui arrivent en classe et qui ont faim, qui sont en hypoglycémie, ça crée un stress qui aura exactement les mêmes conséquences que si c'était un stress d'origine physiologique. Super intéressant, merci. Et une autre question est, que peut-on faire pour diminuer le stress chez nos élèves qui vivent de l'anxiété lorsqu'ils sont en situation d'évaluation? Est-ce qu'il y a des moyens pour diminuer le stress pendant l'évaluation? Si une fois que la préparation est déjà faite et tout, là, mais pendant l'évaluation. Un des moyens, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'habituation. C'est-à-dire que si vous faites des évaluations régulièrement, eh bien, le niveau de stress va baisser. On s'habitue en fait aux examens et donc la répétition des examens fait que eh bien, le stress associé sera moins important. Alors, il y a cette possibilité-là, sinon on peut faire des interventions. Je sais qu'il y a plusieurs études qui ont testé ça. Pour revenir, c'est sur la méditation en fait. C'est de faire alors c'est pas forcément très long, ça peut être 5 minutes. Ça ne demande pas une organisation logistique très compliquée. Ça se fait facilement assis à sa table et avant l'examen de faire des exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Ça a des effets très délétères pour baisser le stress. C'est-à-dire que si le niveau de base déjà est plus faible, eh bien le stress associé à l'examen sera plus faible aussi. Et puis le sport aussi, j'en ai pas parlé, mais le sport régule, un des effets qui régule de manière très importante le stress. Et donc, je ne sais pas si c'est la même chose au Canada, à Montréal ou à Paris, en tout cas en France, mais il y a eu quelques scènes de violence parmi des adolescents les semaines passées en France, des scènes de violence assez importantes. Et peut-être que
le manque de sport, parce qu'en France, on a comment dirais-je, le couvre-feu après 18 heures. Donc, quand on sort de l'école, les élèves doivent rentrer chez eux, ils ne peuvent pas faire de sport. Le sport, c'est quand même un des moyens qui permet de largement faire baisser le stress aussi. Merci beaucoup. Et pour terminer, c'est par hasard si dans les formations extrêmement, on va dire, qui demandent beaucoup d'efforts, dans les grandes universités, il y a toujours des programmes de sport. Enfin, traditionnellement, il y a beaucoup de sport parce que ça permet aussi, enfin, c'est un moyen assez naturel, assez classique de réguler le stress. Merci beaucoup. Donc, On aurait une toute dernière question. mm. Les sources de stress sont très variées et difficilement contrôlables. À vos connaissances, quelle serait la source la plus nocive sur le développement de l'enfant en lien avec ses apprentissages et comment peut-elle être évitée ou du moins minimisée? Je pense que toute source de stress, quand elle est intense, elle devient très délétère. Si c'est de la maltraitance, si c'est du harcèlement, si c'est dès qu'on est en gros, dès qu'on est dans l'aigu, c'est l'intensité qui va être importante. Et quand on est dans le répété, ça va être à la fois la durée et puis aussi, là, je n'ai pas précisé, mais les stresseurs qui sont non prédictibles sont beaucoup plus stressants que le stress répété, parce que le stress répété, au bout d'un moment, il va y avoir une habituation. Le problème d'un stress qui n'est pas prédictible, c'est qu'on ne peut pas s'habituer. C'est-à-dire que si ça dure longtemps et que on ne peut pas s'habituer, on aura un stress chronique avec aucune possibilité de s'habituer. Donc, je ne réponds pas parce que il n'y a pas un stress qui est plus important qu'un autre. Et en plus, ça va dépendre surtout, c'est que ça va dépendre de l'appréciation subjective du stress. C'est-à-dire que pour une personne, le stress social peut être quelque chose d'extrêmement important, alors que pour une autre personne, il n'y a pas de stress particulier dans une exposition sociale. Donc, c'est vraiment très dépendant d'une personne à une autre. Donc, Merci beaucoup. C'était déjà la dernière question. C'est donc déjà la fin de ce deuxième événement sur les enjeux actuels en neuroéducation. On remercie très chaleureusement le professeur Kakia d'avoir accepté de contribuer à cette série de conférences. Je remercie également chacune et chacun d'entre vous d'avoir été présents et présentes ce soir. Nous nous donnons donc rendez-vous le 22 avril prochain pour la conférence de Mathieu Cassotti, professeur en psychologie du développement au LabCD, qui a pour titre « Comment le cerveau génère-t-il des idées créatives ». Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle soirée et à bientôt. merci. On a des merci aussi dans le QR pour vous, M. Kakia. Ah, eh ben merci beaucoup et bonne fin de journée à vous.